Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre édition du JT Vu d'ailleurs, dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Comme d'habitude, on va commencer avec l'actualité internationale. Je vous rappelle que ce sont des articles qui sont tirés d'un site internet. Le site internet, c'est le site de Vu d'ailleurs, www.vudailleurs.com. À l'international, il est à noter qu'un profond sentiment anti-guerre a fleuri un peu partout aux quatre coins du monde, et particulièrement en Allemagne, où le chancelier Olaf Scholz a indiqué que son pays allait débloquer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Une partie de ce financement pourrait lui permettre de s'équiper d'un bouclier antimissile. Dès lors, faut-il applaudir le réarmement allemand ou au contraire s'en inquiéter ? En tout cas, pour 600 célébrités allemandes, c'est une évidence. La guerre en Ukraine ne justifie pas un changement radical de cap de la politique étrangère allemande et donc la plus forte augmentation de dépenses d'armement allemande depuis la Seconde Guerre mondiale. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour l'actualité en France. A tout de suite sur TV Finance. En France, quel est le poids de l'islam dans notre société ? Avec environ 5 millions de fidèles français, l'islam est considéré comme la deuxième religion de France derrière le christianisme. Ainsi, sur un total de 67 millions de Français, les musulmans représentent 8% de la population hexagonale, une proportion parfois largement surestimée par l'opinion publique. Mais cette fameuse opinion publique française ne fait pas que surestimer cette donnée, elle confond surtout islam et islamisme. Or, l'islamisme est à combattre, mais comment ? D'abord en intégrant les musulmans au débat, comme le demande Hakim El Karoui, pour qui le rôle des musulmans de France est absolument essentiel. En effet, il y a un débat à l'intérieur de l'islam par rapport à la modernité, à l'Occident et à l'interprétation des textes. Autres acteurs qui doivent être en première ligne, l'école et la République. C'est à l'école, effectivement, d'enseigner les principes de la façon dont on vit ensemble, dont on respecte les principes de la République et les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. A tout de suite sur TV Finance. Bon, vous l'avez désormais bien intégré avec tout ce que l'on vous dit dans les JT. La guerre en Ukraine va certainement provoquer des pénuries alimentaires un peu partout dans le monde. Dès lors, comment s'en prémunir ? Qui interpeller pour comprendre ou trouver une solution ? Les politiques ? Les financiers ? Les agriculteurs ? Non, moi j'ai mieux. En fait, pour ne pas subir une famine qui semble inéluctable, j'ai interrogé les meilleurs spécialistes en la matière, c'est-à-dire les ostéopathes spécialistes de l'alimentation saine. Parce que oui, rien de mieux contre la famine, que le jeûne. Je vous le donne dans le mille. En plus, qui a poussé le plus loin les études sur les bienfaits du jeûne thérapeutique ? Ce sont les Russes. C'est le serpent qui se mord la queue, comme dirait une certaine Madame Michu. Bref, toujours est-il que le jeûne thérapeutique a un objectif, aider le corps à éliminer les toxines et à mieux combattre les maladies en s'abstenant de consommer de la nourriture pendant une période délimitée. Faire le jeûne revient à ne boire que de l'eau pendant quelques jours afin d'encourager la détox et la purification de l'organisme. Il est aussi possible de faire un jeûne partiel en consommant des aliments liquides, ce qui le rapproche davantage de la diète. Le jeûne total, quant à lui, n'apporte aucune calorie. Il est aussi possible de faire le jeûne en plusieurs épisodes, par exemple un jour sur deux. Bien qu'il s'agisse d'une démarche visant à améliorer votre santé, le jeûne thérapeutique n'est pas proposé en France dans le cadre de la médecine, contrairement aux États-Unis et à l'Allemagne, qui disposent d'établissements spécialisés. On va marquer une pause dans ce JT Vu d'ailleurs et on passera tout de suite après à l'actualité économique et sociale et à notre interview. Cette semaine, nous serons avec Laurence De Villers avec qui nous évoquerons le thème du numérique, angle mort de la campagne présidentielle 2022. A tout de suite sur TV Finance.
Merci de rester merci de rester fidèle au JT Vu d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons ouvrir donc notre page économique et sociale avec notre invitée, Madame Laurence de Villers. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Madame de Villers. On ne rappelle plus qui vous êtes, mais je vais quand même le faire. Vous êtes professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS. Vous êtes également membre du comité national pilote éthique du numérique et vous avez écrit en 2020 votre deuxième livre intitulé Des robots émotionnels et l'éthique dans tout cela aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes également l'autrice d'un manifeste pour la présidentielle 2022 autour du thème de l'intelligence artificielle, toujours aux éditions de l'Observatoire. Madame de Villers, très peu évoquée depuis le début de la campagne, la question du numérique, de ses acteurs et des aspects sociaux et de son développement sont pourtant des thématiques extrêmement importantes et qui préoccupent beaucoup de personnes. Comment expliquez-vous qu'on ait parlé si peu d'intelligence artificielle et des risques de l'intelligence artificielle pendant cette campagne ? Alors merci de me poser cette question. Il y a un récent sondage en fait BVA qui montrait que pour les Français, tous ces aspects de numérique étaient très positifs puisqu'ils offraient des opportunités de futurs emplois, de capacités qu'on pourrait peut-être avoir en continu, en suivant des formations pour pouvoir changer d'objectif. Donc il y a là un potentiel réel. Et je crois que l'impact du numérique et de l'IA en particulier sur l'énergie, sur les conséquences sociétales est peu compris. C'est en fait lié aussi à la partie invisible de tout cela. On n'en parle pas et comme les citoyens ne l'ont pas poussé dans le débat. Je pense que effectivement, il y a eu peu de débats autour de, je sais pas moi, la reconnaissance faciale, le métaverse dont on nous parle partout et Facebook, l'emploi, en veux-tu, en voilà. Donc, ces objets qui devraient arriver dans notre quotidien, il faut en parler. Il faut parler des enjeux éthiques autour de leur développement, des enjeux aussi liés à l'énergie nécessaire, à la fois pour les composants aussi qui sont utilisés, et puis les antennes, et puis les ressources dans notre environnement pour stocker des données. Tout cela n'est pas du tout dans le débat public et dans le débat pour les élections. Et quel serait le moyen finalement de les positionner encore plus dans le débat public ? Parce qu'effectivement, vous avez raison, les thèmes ont été très peu abordés ces dernières semaines. Et puis même finalement durant ce dernier quinquennat, est-ce qu'il faudrait une institution plus forte qu'un simple secrétariat d'État pour promouvoir justement, mettre en place, fédérer, syncrétiser finalement toutes ces données, toutes ces variables dont vous parlez et finalement intéresser la population française aux enjeux du numérique ? Oui, je pense que c'est essentiel, urgent. Que d'avoir un ministère en fait du numérique et de l'intelligence artificielle pour développer des innovations positives pour la société, pour chaque individu, pour son futur travail bien évidemment, mais aussi pour le valoriser. Parce que dans ce sondage BVA, il y avait aussi en fait très clairement une anxiété, une exaspération autour de ces outils qui arrivent autour de nous, qui sont invisibles, dont on ne comprend pas vraiment ni le fonctionnement, ni les répercussions. Et il y a très peu en fait d'acteurs politiques qui sont capables de s'emparer du sujet. L'actuel président a fait beaucoup en fait pour le sujet. On s'en rend peut-être pas compte, c'est assez invisible. Il a proposé des comités internationaux pour parler d'éthique du numérique. Il a amplifié à travers la cybersécurité. Il y a un campus cybersécurité. Et je dis qu'il faut aller plus loin par un ministère demain pour effectivement concrétiser clairement les objectifs économiques, l'utilité du développement de la technologie au regard des dépenses d'énergie et quelles sont les conséquences pour tous, et monter sur l'éducation, qui est aussi un sujet fort de la présidence prochaine, à mon avis. Effectivement, dans le camp Macron, on parle par exemple d'apprendre aux enfants, à partir de la 5e au collège, à coder. Ce qui ne veut pas dire juste programmer, mais ce qui veut dire prendre conscience des enjeux, des dépenses d'énergie, de comment ces outils apportent et en même temps en quoi ils sont discriminants. Ok, je comprends. Alors,
Par contre, est-ce que finalement une des réponses à cette difficulté de poser les principes du numérique dans notre société, de poser les fondements, ne revient pas au fait que, de nombreux clivages s'expriment? On le remarque dans cette campagne. Le peu de fois que certains thèmes ont été abordés, on se rend compte que finalement, la divergence gauche-droite, extrême-gauche explosait complètement. Certaines idées d'extrême droite pouvaient trouver appui chez les écologistes, par exemple. Je pense à la reconnaissance faciale, par exemple. Je pense à d'autres... Enfin, il y a des thèmes comme la reconnaissance faciale. Alors finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'au sein même du gouvernement, que les divergences existent aussi? Que pensez-vous? Est-ce qu'il faut interdire la reconnaissance faciale, Madame de Villers? Alors, je pense qu'il faut déjà expérimenter la reconnaissance faciale dans ce qu'on appelle des bacs à sable, alors peut-être dans des villes, avec une évaluation très poussée, en fait, à la fois des outils, à la fois des conséquences et tout l'écosystème qu'on met en place. Et ça, on ne l'a pas encore fait. Alors, Avant d'interdire, il faut réfléchir. Et il faut aussi être maître de la technologie. Alors justement, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ces divergences, en fait, tout est un peu flou. La reconnaissance faciale pour le Front National, appelons-le le Front National, de toute façon, ce serait très efficace aux frontières. À l'opposé, on a les écologistes, qui sont quand même, je dirais, en totale opposition avec les idées frontistes. Eh bien, Yannick Jadot nous explique qu'il est contre la reconnaissance faciale, sauf aux frontières, justement. Finalement, alors la reconnaissance faciale, c'est un exemple, mais finalement, l'intelligence artificielle, le numérique, ça n'est pas du tout diffus, en fait. C'est beaucoup trop impalpable pour que, justement, on puisse le poser comme étant quelque chose, en vouloir un ministère, l'institutionnaliser, finalement, par la force des choses. Non, c'est tout à fait palpable. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et les grands acteurs chinois et américains le montrent bien, hein. Donc, je pense qu'il est utile que nous, en Europe, nous développions ces technologies. Ça ne veut pas dire que nous allons les mettre à tous les coins de rue. Il faut aussi vérifier leur utilité, hein. On n'a pas vu de corrélation entre la surveillance accrue et les attentats. Donc, il faudra arrêter de dire n'importe quoi. Je pense qu'on a besoin vraiment d'en débattre et d'expérimenter et d'apporter des paramètres pour décider ou pas, secteur par secteur, si c'est intéressant de le développer. Et donc, il n'y a pas à avoir une posture extrême, et je suis désolée, les postures extrêmes n'apportent absolument pas dans l'anticipation, ni dans l'éducation. Et je pense qu'on a besoin de monter tous dans la concrétisation de ce que ça veut dire et d'arrêter juste de se servir de mots comme ça sans en avoir finalement l'explication. La reconnaissance faciale permet par exemple de m'authentifier sur mon téléphone ou de m'authentifier lorsque je passe la frontière. D'accord ? Donc c'est très utile, on l'utilise déjà. Ça peut être aussi très utile pour quelqu'un qui a une pathologie particulière, qui va avoir un suivi médical particulier. Dans certains cadres, dans certains endroits, c'est effectivement utile aussi parce que on voit un passage fréquent de personnes et on pourrait imaginer que dans les trains, dans le métro, comme c'est déjà fait, il y a des détections de comportements anormaux. Et c'est cela qu'il faut absolument encadrer, vérifier ce qu'on en fait et préserver, si vous voulez, les mauvais usages des bons usages. Et en cela, il faut monter au créneau avec nos technologies et il faut expérimenter. Donc on parle de déontologie en fait finalement, c'est-à-dire que la technologie est présente, on la maîtrise totalement, la France est un pays scientifique par excellence, les meilleurs scientifiques sont français. Du coup on est réellement sur des problématiques juridiques, administratives finalement par la force des choses. Pas du tout, non, nous sommes sur des problématiques technologiques en plus et également sociétales. C'est là que je dis qu'un ministère qui aurait cette envergure d'innovation positive, ancrée sur les conséquences sociales, le fait que ce soit juste, le fait que tout le monde puisse profiter des systèmes, c'est important. Le fait que ce soit inclusif, c'est-à-dire qu'on n'élimine pas certaines cultures, certaines capacités pour une population qui n'aurait pas les moyens d'utiliser ces systèmes, par exemple. Le fait que on soit en responsabilité de savoir s'il y a une erreur, à qui est liée la responsabilité de l'erreur. Évidemment, c'est pas au système, mais qui derrière l'a mis en œuvre,
qui l'a testé, la sécurité de tout cela, ses robustesses et la transparence finalement des capacités des systèmes. Où vont les données, à qui ça sert, etc. Donc c'est cela qu'il faut mettre en jeu. L'éthique, c'est pas quelque chose qui est complètement abstrait. Au contraire, on peut l'ancrer, derrière on peut pousser à ce qu'il y ait des normes pour les industriels et à ce qu'il y ait des régulations et des lignes rouges à pas dépasser. Et je pense surtout aux enfants et aux expérimentations qu'on peut faire dans les lycées. Est-ce que c'est utile? La première question à se poser, c'est ça. Et deuxième, je rejoins aussi les écologistes, il faut quantifier l'énergie nécessaire pour faire cela. On gaspille un nombre d'énergies fondamentales, tous. Par exemple, sur son téléphone, on ne trie pas ses photos, on ne les enlève pas. Tout ça va sur des clouds qui ne sont pas forcément souverains, sur lesquels il y a des milliards de photos qui vont être utilisées pour modéliser des choses dont on n'a absolument pas conscience. Cette invisibilité doit être prise au sérieux, il faut éduquer, et je suis tout à fait pour l'éducation le plus vite possible dans l'école, mais aussi dans la communauté, dans la société, autour de ces sujets. Donc il faut débattre, donc il est important d'avoir ce ministère qui prend en charge à la fois le tremplin économique, mais en même temps la souveraineté, l'équité, la responsabilité, également sur la dépense d'énergie. Également, d'accord. Donc c'est un syncrétisme extrêmement. Ce ministère sera un syncrétisme. Une innovation parfait, positive. D'une certaine façon. Et l'outil IA sert à la fois à développer des objets et à contrôler ces objets. Pas seulement, évidemment, avec des humains, dans la boucle, avec des comités d'éthique, et sans freiner l'innovation. Mais juste pour qu'on ait conscience aussi des dangers, il faut absolument on crée ces possibilités de se rendre compte des objectifs ou pas. Et puis il faut arrêter de penser que ce sont les grands géants du net, les GAFAM ou les BATX pour les Chinois, qui vont venir proposer les systèmes. C'est à nous aussi de décider. Et reprendre la main sur l'utilisation de ces outils sur notre territoire, c'est aussi par le biais d'avoir ce ministère qui pourrait aussi avoir une responsabilité dans les choix qui sont les choix de demain, d'anticipation aussi Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut interdire le rachat d'entreprises françaises de la tech par les géants américains et chinois? Le mot interdire est assez, extrême. Il faut évidemment comprendre les cas où on va préserver effectivement une souveraineté nationale sur certaines technologies pour lesquelles nous avons une spécificité, c'est celle de suivre finalement des enjeux éthiques et des régulations qui sont liées à l'Europe, aux droits de l'homme, la dignité, et effectivement qui ne sont pas forcément les mêmes pour d'autres pays. Donc, utiliser cette régulation européenne qu'on essaie de pousser, nous tous chercheurs, avec des industriels aujourd'hui, c'est se donner les moyens demain d'être plus souverains sur les technologies et effectivement permettre un déploiement en France et en Europe d'une force économique responsable, innovante et respectueuse aussi de l'énergie. Ok, une force économique responsable et innovante. C'est effectivement, c'est comme ça. C'est sur ces mots qu'on finira votre interview, Madame de Villers. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et je rappelle que vous êtes d'une certaine façon un peu le chantre de l'intelligence artificielle et du numérique en France. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. D'ici là, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.